Bonjour, je souhaite la bienvenue à la représentante de Propulsion Québec, Madame Sarah Hood, présidente directrice générale. C'est bien ça? Oui, parfait. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procédons à une période d'échange avec les membres de la commission. Donc, je vous invite à débuter. La parole est à vous. Merci. Je vais mesurer mon temps. Voilà. Alors, bonjour. Merci de me recevoir et de recevoir notre organisation Propulsion Québec. Je vais peut-être prendre un moment pour vous la décrire, puisque nous sommes une toute nouvelle organisation qui a seulement 2 ans. On est la dernière grappe métropolitaine à avoir été mise en place. On couvre l'industrie du transport électrique et intelligent. Notre mission est, comme toutes les grappes, d'accélérer le développement de ce secteur-là, qui couvre à la fois toute la chaîne de valeur des véhicules électriques, les infrastructures de recharge, les véhicules intelligents, donc connectés, autonomes, l'intelligence véhiculaire, l'intelligence dans les infrastructures, ainsi que toutes les nouvelles solutions de mobilité. Notre mission, c'est d'augmenter le nombre d'entreprises dans ce secteur-là, leur taille, le nombre d'emplois dans le secteur, les exportations, etc. Et nous avons maintenant 150 membres, principalement des membres industriels, de petites et moyennes entreprises, mais aussi de grandes entreprises, ainsi que des institutions comme des universités, des centres de recherche, des institutions de financement, ainsi que des utilisateurs opérateurs de flottes de véhicules, donc les sociétés de transport, des opérateurs privés, donc en tout 150 membres qui sont localisés partout au Québec. Donc, dans le cadre de mes fonctions chez Propulsion Québec, je siège également sur le comité de suivi de la politique de mobilité durable. J'ai également participé aux travaux du plan d'électrification et de changement climatique et je préside aussi le comité transport, stratégique transport de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Donc, alors dans le mémoire qui vous a été distribué, évidemment, on rappelle l'importance du transport dans la lutte au changement climatique. D'ailleurs, on est bien heureux de l'accent qui a été mis sur l'électrification. Évidemment, pour faire bouger l'aiguille sur le tableau de bord des émissions de gaz à effet de serre, le transport, c'est un incontournable qui représente encore 43% des émissions, comme vous le savez. On a la chance au Québec d'avoir une industrie forte dans le transport électrique, le transport intelligent. On ne fait pas de véhicules individuels, passagers individuels. On fait tout autre type de véhicules qui s'inscrivent plutôt dans une vision de la mobilité qui est intégrée, qui est vraiment... on produit au Québec tous les véhicules qui sont nécessaires à la mobilité du futur, comme on en entend parler partout dans le monde, c'est-à-dire une mobilité qui est axée sur les véhicules connectés, les véhicules partagés, les véhicules intelligents, puis les véhicules autonomes. Donc, on va vraiment, comme on l'a vu dans tant d'autres industries, passer d'une possession individuelle, comme on l'a vu avec des grandes entreprises comme Spotify, Netflix, avec les CD ou les DVD. Maintenant, on ne possède plus, c'est dématérialisé, on s'abonne plutôt à un service et on a le bon véhicule au bon moment et tous les véhicules sont optimisés pour limiter leur nombre sur nos routes et plutôt optimiser leur trajet et leur performance environnementale. Au Québec, comme on produit toutes sortes de véhicules, mais on pense qu'on est très bien positionné pour tirer notre épingle du jeu, ce qui nous offre vraiment une belle opportunité de marier à la fois lutte au changement climatique et développement économique. Donc, dans notre mémoire, on rappelle, tout comme le fait d'ailleurs le comité de suivi de la politique de mobilité durable, qu'on souscrit à l'approche éviter, transférer, améliorer. Et c'est pour cette raison-là qu'on va évidemment soutenir tous les efforts du gouvernement en faveur des investissements dans le transport collectif, mais aussi dans l'électrification des véhicules restants. Et c'est pour cette raison-là que, notamment dans le cadre du PEC, du groupe de travail sur le plan d'électrification et la lutte au changement climatique, nous avons recommandé que la loi zéro émission soit bonifiée pour que tout, 100% des véhicules vendus neufs en 2030 soient électriques. Donc, comme le projet de loi 44 touche la loi zéro émission, c'est un des points qu'on recommande dans notre mémoire.
On recommande également, et ça s'inscrit là, dans la même idée, que le projet de loi 44, ça rime avec la vision existante de la politique de mobilité durable, bien sûr, mais aussi des autres plans d'action, notamment celui sur l'industrie du transport terrestre et de la mobilité durable. Et puis, c'est vraiment le point principal de notre intervention. Ce qu'on recommande, c'est que le projet de loi 44, on saisisse cette opportunité-là pour améliorer l'efficience et l'efficacité de la gouvernance, de la gestion des fonds et de la livraison des programmes qui touchent nos membres. C'est-à-dire avec une meilleure coordination. Plusieurs autres acteurs qui nous ont précédés ont proposé soit une société d'État ou ont proposé que ça soit maintenu dans le ministère comme le projet de loi le recommande. Nous, je pense qu'il y a des avantages et des désavantages aux deux. Par contre, ce qu'on recommande, c'est que à la fois la gestion des programmes et la gestion des fonds soient centralisées sous un seul et même chapeau. Une des suggestions qui a été également faite, et je pense que vous en avez discuté juste avant moi, c'est que ça passe sous le ministère du Conseil exécutif. On pense que compte tenu de l'urgence climatique et de la nécessité là, vraiment d'une action transversale, d'une action bien coordonnée, ce ne serait pas nécessairement une mauvaise idée. Mais en tout cas, de toute façon, ce qu'on recommande, c'est que ce soit centralisé. Là, on pense que c'était une des problématiques là, de l'ancien système. On recommande également que le lien soit maintenu, un lien fort soit maintenu avec le MTQ, notamment par la présence du ministre là, sur les recommandations, là, afin que le ministre des Transports puisse émettre des recommandations sur la gestion des fonds, notamment transport collectif. Je vous parle ici de l'article 8 du projet de loi. On recommande également que la règle des 2/3 soit maintenue pour les investissements en transport. On sait que une des raisons on soupçonne qu'une des raisons qui vous poussait à modifier cette règle-là, c'était la difficulté de dépenser toutes les enveloppes. On pense que vraiment, encore une fois, comme les transports sont responsables d'une portion importante des émissions de gaz à effet de serre, on doit maintenir cette règle-là. On vous suggère d'ailleurs plusieurs idées de projets et d'investissements, et nos membres n'en manquent pas de projets. Donc, on pense qu'au Québec, là, il y a plusieurs façons là, d'investir dans la mobilité du futur. On a grandement besoin d'investissements dans ce secteur-là. Grosso modo, ça fait le tour de notre mémoire. Merci beaucoup, Madame Hood. Je cède maintenant la parole au ministre afin d'initier la période d'échange avec les parlementaires. Merci, Monsieur le Président. Madame, un plaisir de vous recevoir cet après-midi. Un plaisir de poursuivre la communication. Vous l'avez mentionné, pour présenter plusieurs entreprises, souvent des entreprises excessivement innovantes au niveau du transport, de la mobilité durable. Peut-être nous faire un petit portrait, et le temps est malheureusement très, très limité. Vous disiez qu'on produit différents types de véhicules au Québec, donc c'est bien vrai. On en est bien content. Est-ce qu'on est en mesure de répondre à la demande potentiellement exponentielle des prochaines années? Où est l'état de nos entreprises à ce niveau-là pour anticiper en quelque sorte la demande à venir? Donc, on a des membres qui produisent des véhicules plutôt individuels en micromobilité, là, trottinettes, vélos électriques, pod électriques. On a également des membres qui produisent des autobus de toute taille électriques, des autobus pour le transport de passagers étudiants, scolaires, mais aussi qui visent les sociétés de transport ou des gestionnaires de flotte privée. On a également des manufacturiers de camions électriques et de trains électriques. Donc, grosso modo, là, c'est très rapidement ce qu'on produit au Québec. Certains de ces membres-là vont produire des tout nouveaux véhicules, d'autres vont adapter des véhicules existants, ce qui est une belle solution en attendant que la production massive soit en route pour répondre à la demande, ce qui est très, très bien entamé, là. Donc, au niveau de la production, c'est pas une inquiétude. Puis au niveau aussi de toutes les technologies de transition non plus, là, c'est pas du tout une inquiétude. En fait, on exporte la très grande majorité. Ces membres-là exportent la très grande majorité de leur production, ce qui est un peu paradoxal puisque le Québec pourrait en acheter beaucoup plus.
Ce sont des dossiers qui intéressent naturellement plusieurs ministères, dont mon collègue à l'économie notamment, et on s'en parle régulièrement. On veut miser beaucoup sur l'électrification. C'est d'abord et avant tout le thème du plan de la politique cadre que l'on va mettre de l'avant. On veut que ça devienne un formidable ou une formidable occasion de développement économique. Donc, comment est perçue cette volonté gouvernementale d'appuyer sur l'accélérateur, sans jeu de mots? On parle de transport électrique. Est-ce que c'est bien perçu? Est-ce que les entreprises que vous représentez se sentent bien accompagnées justement par le gouvernement dans leur volonté de croissance, dans leur volonté d'exportation lorsque ça s'applique à elles? Nos membres sont à différents stades de développement, donc ont différents besoins. Certains sont plutôt dans le stade de la R&D, donc développent des prototypes. D'autres ont besoin de mettre ces prototypes-là au test de la vraie vie, donc sur la route ou dans des circuits fermés. Et d'autres sont vraiment à l'étape de la commercialisation. J'imagine que votre question touche les programmes là, qui sont identifiés dans le projet de loi 44. Et je ne sais pas si vous parlez en fait, je vous retourne la question. Est-ce que vous parlez du gouvernement général ou vous parlez de Transition énergétique Québec et des programmes qui sont c'est chez un travail que l'on fait collectivement là, entre les différents ministères concernés. C'est tantôt l'économie, c'est tantôt l'environnement. On travaille tous ensemble. Donc, c'était davantage quel est l'accompagnement qui est actuellement offert. Est-ce qu'il est jugé suffisant? Est-ce que le fait de vouloir miser beaucoup, comme notre gouvernement souhaite le faire, sur l'électrification, est-ce que ça crée un dynamisme nouveau dans la grappe que vous représentez? C'est clair que la volonté du gouvernement le soutien du gouvernement à l'électrification des transports est indéniable et nos membres, évidemment, en sont très heureux. C'est sûr que, comme je le disais tantôt, puisqu'ils sont à différents stades de développement, ils rencontrent différents enjeux. Quelquefois, ce sont des enjeux de financement. Quelquefois, ce sont des enjeux réglementaires. Je pense qu'on a encore du travail à faire pour que la réglementation, notamment, évolue à la vitesse du marché et que les programmes aussi évoluent à la vitesse de l'écosystème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient, par exemple, faire une transition de leur flotte vers l'électrique et qui doivent encore s'adresser à différentes portes au gouvernement parce que dans une flotte, ça comprend des plus petits véhicules, des plus gros véhicules. Il faut installer des bornes de recharge. Donc, il y a beaucoup donc, il y aurait certainement un arrimage à faire, encore une fois, comme je le disais, entre les programmes pour faciliter la transition écologique et technologique, parce que quelquefois, l'électrification améliore définitivement la performance environnementale du véhicule, mais en insufflant de la technologie, on peut optimiser les trajets, donc diminuer le nombre de kilomètres. Donc, bon, il y a plusieurs stratégies là, technologiques comme celle-là à implanter et pour lesquelles certains programmes pourraient définitivement être regroupés, optimisés pour faciliter la transition. Et vous parliez dans les recommandations, si je vous ramène davantage au projet de loi 44, notamment la loi zéro émission, vous suggérez de l'étendre à tout type de véhicule. Effectivement, ça s'est fait ailleurs. Vous parlez d'en faire une condition pour l'année 2030, notamment. Est-ce que 2030, c'est pas trop loin même pour tenter d'élargir la portée de cette loi zéro émission? Ce qu'on recommande, c'est que 100% des nouveaux véhicules vendus, véhicules passagers, soient des véhicules électriques. Ça s'inscrit dans la grande tendance mondiale. Il y a plusieurs autres pays, il y a toute une liste d'autres pays qui ont déjà mis cette démarche-là en place. Pour tout autre type de véhicule, à l'intérieur de notre membership, il y a beaucoup de gens qui croient que ce serait tout à fait possible aussi d'étendre à tout autre type de véhicule pour les camions. Mais dans une perspective de consensus, on s'est vraiment concentré sur les plus petits véhicules, mais il y aurait définitivement possibilité de l'étendre en voyant venir là, dans quelques années à tout type de véhicule. J'étais la semaine dernière à l'inauguration de la zone électrique du Salon de l'Auto à Montréal. On voit, il y a de plus en plus de modèles, il y a de plus en plus de modèles performants.
mais l'enjeu de la disponibilité m'a été répété par l'ensemble, non pas des fabricants, mais des consommateurs qui visitaient le salon en même temps que moi. Dans certains cas, quelques semaines pour obtenir un modèle en particulier, mais dans d'autres cas et dans d'autres nombreux cas, on est à peine en janvier 2020 et tous les stocks pour l'année 2020 sont déjà vendus. Donc, la personne qui achète se fait promettre un véhicule l'année prochaine. Donc, la problématique, la disponibilité, comment pouvons-nous aider à la résoudre? Comment une organisation comme la vôtre est interpellée à ce niveau-là? Je vous dirais qu'on est principalement... Je n'ai pas de membres qui vendent des petits véhicules passagers, mais je peux quand même vous donner une opinion que j'ai collectée suite à différentes conversations. C'est clair que le fait que peu de modèles sont homologués au Canada, c'est problématique parce qu'évidemment, ça diminue le bassin. Si plus de modèles étaient homologués, des modèles européens, par exemple, ça offrirait la chance à plus de manufacturiers de mettre des véhicules sur la route. Cette compétence-là, malheureusement, relève du fédéral. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel on peut agir ici, là, mais ou sur lequel on a une influence limitée. Puis, je pense que les accords commerciaux sont aussi responsables de ces standards-là, en fait, qui forcent les manufacturiers européens à faire des adaptations à leurs véhicules en fonction des normes. Donc voilà, je pense que c'est là le cœur du problème, là. Vous avez parlé de la présence nécessaire du MTQ dans la discussion. On a fait référence à plusieurs reprises au cours des derniers jours de la PMD, de la politique de mobilité durable. Peut-être vous rassurer, la présente démarche, autant la consultation l'automne dernier que la politique cadre qu'on va présenter dans les prochaines semaines intègre la PMD. Donc oui, le ministère de l'Environnement évoque ou dépose une politique cadre, mais va forcément impliquer l'ensemble des ministères au niveau de la détermination des ratios, au niveau du ministère du Transport demeure intimement impliqué, je vous rassure à ce niveau-là. Concernant le questionnement sur le fameux 2 tiers, je ne sais pas si vous étiez déjà des nôtres, mais 2 intervenants avant vous, le professeur Pinault, nous disait que c'est un piège, c'est un carcan un petit peu le 2 tiers tel qu'il se vit présentement. Nous, on n'est pas opposé à la formule. Ce que l'on dit, c'est que dans certains cas, il y a un manque de souplesse. Donc, on ne dit pas que ce sera forcément moins que 2 tiers, mais le fait que ce soit figé dans nos obligations actuellement, c'est problématique. Souvent, c'est un transfert de fonds qui se fait de façon automatique, sans pour autant qu'il y ait une agilité au niveau des programmes. Et au final, on finit par se perdre dans le potentiel à notre disposition. Il n'est pas le seul qui a évoqué cet argument-là. Et la perspective gouvernementale, c'est de dire le domaine du transport, il est à ce point important que si on réunissait tous les revenus du FEC, ce serait encore insuffisant pour répondre à la demande. Donc, on pense et on croit pouvoir mieux financer certains aspects du transport, notamment les infrastructures lourdes de transport collectif, à travers d'autres outils budgétaires. Donc, peut-être vous rassurer, il n'y a pas de désaveu de l'importance du transport, au contraire, mais le carcan actuel, il est lourd puis il nous fait perdre de belles opportunités. Donc, si vos membres étaient inquiets à ce niveau-là, vous pouvez les rassurer sans problème. Et au niveau éco-camionnage, rouler vert et autres, vous le disiez, c'est 2 types de véhicules différents. Donc, on peut avoir une même flotte avec... Ça, c'est problématique d'avoir plusieurs programmes en mobilité dans différentes, soit instances ou ministères. Ça, c'est quelque chose qui vous est rapporté par vos membres? Absolument. Comme nous, on souhaite vraiment agir sur les flottes. Les flottes, ce sont des véhicules qui roulent constamment, donc qui émettent beaucoup. Donc, on a un potentiel de gain ici important. Puis, ce sont de bons clients pour nos manufacturiers québécois. Donc, on vise les gestionnaires de flotte dans nos actions là, pour favoriser la transition. Et c'est un des freins
qu'ils rencontrent, là, c'est qu'ils doivent s'adresser à diverses portes, puisque au sein d'une flotte, on peut avoir des plus petits véhicules, des camions-outils. Donc, comme je te dis, on a besoin de bornes. Donc, c'est plusieurs portes là, auxquelles on doit aller cogner là, et présenter à chaque fois un dossier, alors que dans le fond, ça devrait être pris dans son ensemble, cette volonté-là. Puis on devrait saluer et célébrer ceux qui souhaitent effectuer cette transition-là, parce que souvent, c'est quand même un investissement important là, à plusieurs niveaux là, pour eux. Madame la députée de La Violette, Saint-Maurice. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. Merci d'être là aujourd'hui. Considérant que vous souhaitez que 100% de l'ensemble des nouveaux véhicules électriques vendus en 2030 soient électriques, est-ce que vous avez des membres au sein de votre association qui adressent la problématique de la récupération ou du recyclage des batteries de lithium? Oui. Oui, tout à fait. Actuellement, il y a deux projets qui sont menés par deux groupes de membres qui développent de la technologie pour recycler des batteries. Ce sont des technologies très, très innovantes sur le marché mondial là, qui sont très, très prometteuses. Un de ces deux groupes-là est déjà en aménagement de son usine pilote à Anjou. Donc, c'est un exemple très, 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 très intéressant là, et très prometteur pour le recyclage des batteries. Là. Ils ont vraiment amélioré grandement le pourcentage qui va pouvoir être récupéré et la qualité aussi des matériaux qui vont pouvoir en être extraits pour être ensuite réutilisés dans de nouvelles batteries, par exemple. Donc, oui, c'est évidemment un des sujets qui nous préoccupe le plus parce que on sait là, que c'est absolument c'est un problème qui n'est pas tellement présent actuellement parce que le nombre de batteries en fin de vie n'est pas tellement grand, mais c'est un enjeu très, très important d'un point de vue environnemental, d'un point de vue de sécurité aussi. Ce sont des produits sous haute tension là, qui peuvent représenter un danger là, s'ils sont laissés dans la nature. Donc, c'est important là, pour tout le monde là, de trouver des solutions puis de gérer ça adéquatement. Merci. Bourget, pour 1 minute 45. J'ai moi-même un véhicule électrique depuis un petit peu moins de 2 ans. Et oui, ça a pris 6 mois. J'avais pas l'impression que ça avait empiré. Ça semble donc être un peu pire qu'avant encore au niveau de disponibilité, ce qui est réellement un problème. Quand vous parlez à la recommandation 3, que la loi VZ2, donc véhicule zéro émission, soit bonifié pour que 100% des nouveaux véhicules vendus. Là, vous parlez de véhicules électriques. Parlez-vous d'hydrogène en même temps? Non, je ne vous parle pas d'hydrogène. Sur l'hydrogène. Premièrement, je n'ai aucun membre qui produise quoi que ce soit, un véhicule à hydrogène ou une station de ravitaillement à hydrogène. Donc, ce n'est pas une industrie typiquement québécoise. Ce n'est pas une industrie sur laquelle il y a des retombées québécoises pour l'instant. Donc, je ne défends pas, je n'ai aucun membre dans mon membership qui sont actifs dans ce secteur-là. Il y a aussi de grandes questions qui se posent sur les petites distances et la solution d'hydrogène pour les petites distances, les petits véhicules. Parce que, en fait, la technologie, le marché est presque mature dans les véhicules à batterie électrique. Et donc, de développer tout un système de ravitaillement en parallèle du système de recharge actuel nous amènerait à des investissements majeurs, parce que ça prend une densité pour vraiment encourager les gens à faire la transition. Là, ça prend beaucoup de stations, pas juste une station pour vraiment faire la différence. Donc, au sein de notre membership, il y a beaucoup de doutes quant à l'avenir de la voiture à hydrogène. Merci, Madame la députée de Maurice-Richard. Ou Monsieur le député de Jacques-Cartier. Oui, merci pour votre présentation et pour le mémoire. Juste une question sur les 2 tiers. J'imagine que beaucoup de vos membres ont utilisé le fonds vert dans le volet de ces 2 tiers-là. Est-ce que vous pouvez juste expliquer peut-être quelques problématiques qui existent dans le processus présentement?
en place, juste enlever le 2 tiers, peut-être on peut proposer des choses pour améliorer le processus. Oui. Comme je le disais, certains de nos membres ont effectivement appliqué sur le Fonds vert, mais aussi ont appliqué sur plusieurs autres programmes. Ils ont rencontré certaines difficultés. Comme je le disais un petit peu plus tôt, le fait que le fonds est sous un ministère, l'organisation qui délivre les services est sous un autre ministère, et que cette organisation-là était relativement nouvelle, donc a pris un temps à se mettre en place. Ça a été, là, nous, on a eu des commentaires de nos membres qui trouvaient que le processus était long, que c'était pas toujours clair, le processus non plus. Donc, on a eu plusieurs commentaires de nos membres qui ont trouvé l'expérience fastidieuse. C'est intéressant parce que, et c'est pas juste vous, mais on a eu des autres personnes qui ont mentionné la même chose, qui veulent un processus qui est accéléré, mais en même temps plus rigoureux et transparent. Et je demande la question, comment on est capable d'aller plus rapidement, mais en même temps être plus prudent? En fait, plusieurs de nos membres nous ont aussi parlé de leur expérience avec TDDC, qui est un peu le miroir de Technoclimat au fédéral. Et nous ont dit que le processus avait été rapide. Nous ont aussi dit que le paiement avait été fait, ils avaient reçu les fonds en avance. Donc, ça, évidemment, pour leur trésorerie, là, c'est intéressant. Là, pour des petites entreprises en démarrage, ça peut faire vraiment toute la différence. Donc, on pourrait s'inspirer de ce modèle-là. En fait, je pense que c'était aussi la volonté là, de pouvoir présenter une seule demande aux 2 programmes, puis que ce soit traité conjointement ou enfin d'une façon facilitée. Là. Donc, je pense qu'avec des processus clairs, des processus aussi lean, je m'excuse de l'anglicisme, disons simplifié ou optimisé, voilà. Je pense qu'il est possible d'être à la fois rigoureux et rapide dans l'exécution. OK, parfait. Et juste rapidement, encore sur le 2 tiers, j'imagine que la stabilité était aussi toujours un message très important pour vos membres. Absolument. C'est clair que la prévisibilité, la stabilité, c'est toujours des termes gagnants auprès d'entreprises, peu importe leur stade de développement. Parfait. Merci beaucoup. Madame la députée de Maurice-Richard. Merci beaucoup. Bonjour. Très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Question sur votre première recommandation. C'est ça, vous soulignez, puis ça aussi, ça a été souligné par d'autres groupes, mais je trouve que c'est important de vous avoir ici, de vous entendre le dire, de l'expliquer là, par rapport au fait que vous souhaitez que soit maintenu le ministre des Transports dans son rôle de recommandation. Effectivement, ça ne figure plus, il ne joue plus ce rôle-là dans le projet de loi 44. Donc, j'aimerais ça vous entendre sur cet aspect-là. Tel que mentionné dans notre rapport, on émet cette recommandation-là à l'instar du comité de suivi sur la politique de mobilité durable. Évidemment, le ministre des Transports a une connaissance fine de plusieurs éléments qui sont très utiles qui pourraient contribuer de façon très positive là, aux réflexions sur l'octroi des fonds. Donc, c'est dans cette optique-là, là, évidemment, qu'on pense que son apport devrait être maintenu. Et aussi, ça permet de faire le lien avec la politique de mobilité durable. C'est aussi l'objectif là, comme le gouvernement a décidé de maintenir cette politique-là et de la poursuivre. On pense que c'est important là, d'avoir un lien là, entre les différentes actions gouvernementales. C'est dans cette optique-là. Parfait. Merci beaucoup. Vous recommandez aussi, à l'instar de d'autres groupes, dans le fond, que soit confié, non pas au ministre de l'Environnement, mais au MCA, au ministère du Conseil exécutif, la responsabilité de l'attribution, de la gestion du Fonds vert.
Je présume que dans les commentaires qui ont été faits par différents groupes, c'est dans une idée un peu parapluie, dans le fond, d'avoir une transversalité, de s'assurer justement qu'il y a un rapport de force et qu'il y a je dirais un top-down, du haut vers le... Il n'y a vraiment pas une très bonne traduction de cette expression-là, mais de s'assurer, dans le fond, qu'il y a une autorité qui vient d'en haut par rapport aux demandes des différents ministres, plutôt que d'avoir un ministre qui est sur le même poids d'égalité, si on veut, que ses collègues. Est-ce que c'est la façon dont vous l'entendez dans la recommandation que vous faites? En fait, actuellement, bon, c'est ça, comme je le disais précédemment, la gestion des fonds et la gestion du programme sont sous 2 ministères. En centralisant le tout sous un seul et même ministère, on pense que d'abord, ça permettra de mieux arrimer et de mieux coordonner l'action gouvernementale. L'idée qui a été évoquée de ramener ça sous le ministère du Conseil exécutif, et je reprends les mots de mon collègue d'Écotec, qui disait que, en fait, sous le ministère lorsque c'est un ministre qui est responsable, c'est une position d'influence, alors que lorsque c'est au ministère du Conseil exécutif, on est plutôt dans une position plutôt de leadership évident, là, de par la structure. La structure. Donc, c'était dans cette optique-là. Le plus important pour nous, c'est que ce soit centralisé. Comme je le disais précédemment, on pense que ça pourrait nettement améliorer la coordination. Mais on ajoute on souscrit à cette proposition-là, que ce soit ramené sous le ministère du Conseil exécutif. Parfait. Compte tenu de l'importance de l'enjeu. Merci. Merci beaucoup, Madame la députée de Mercier. Merci pour votre présentation. On a entendu des groupes qui disent que c'est important que quand on va... Le choix des projets dans lesquels on va investir du fonds vert, que l'indicateur qui pourra être utilisé, c'est le coût gaz naturel. Gaz naturel, excusez, gaz à effet de serre, exactement, les GES. Ah bon? Et ça, c'est un autre sujet. J'embarquerai pas là-dedans avec vous. Donc, et d'autres qui disent que non, ça devrait pas être ça, ça devrait être autre chose. C'est quoi la position de votre organisme? Bon, ça, c'est un autre sujet qui... Je comprends la position de ceux qui sont en faveur d'un tel calcul. D'autres, certains de nos membres produisent des technologies qui sont difficiles à quantifier à leur stade de développement. Je pense, par exemple, au recyclage des batteries. C'est un bon exemple. C'est pas évident au stade de développement de la technologie de mesurer exactement combien ça va diminuer ou l'effet que ça aura précisément sur les émissions de gaz à effet de serre. Je salue quand même la volonté de la mesure. Je pense que c'est important. Mais je pense que ça prend aussi une certaine flexibilité pour évaluer certaines technologies qui sont encore en développement, qui pourraient nécessiter des investissements et qui sont c'est pas nécessairement leur meilleur argument de vente. Par contre, elles contribuent de plein de façons dans le cycle de vie, dans la réutilisation de certains matériaux. Ça peut être des options qui sont très intéressantes. Puis, ce serait quel autre indicateur qui devrait être utilisé pour dire oui ou non, on y va ou on n'y va pas? J'ai pas vraiment de réponse à vous donner claire à votre question. Par contre, j'aimerais ça y penser, puis vous revenir si c'est une procédure qui est possible. Ou peut-être parmi vos membres, là, si... Oui, c'est ça, c'est qu'il y a quand même une variété, il y a quand même une variété de mesures qui pourraient émerger là, d'une consultation de mes membres à cet égard-là, mais je pourrais tout à fait faire ça. Mm-hmm. Bon, bien, écoutez, je vais vous dire merci à mon tour. Et vous pouvez communiquer au secrétariat et l'information que vous allez communiquer va être partagée avec tous les parlementaires. Monsieur le député de Jonquière. Oui, merci. Alors, je suis heureux de voir que votre recommandation 3 est plus ambitieuse que celle de Québec solidaire, qui, eux, proposaient de vendre exclusivement des véhicules électriques en 2040. Alors, vous nous emmenez en 2030. C'est bon signe qu'on est capable d'y arriver pour 2030. Maintenant, ma question, c'est, dans
dans votre industrie, on se fait souvent demander par des Québécois qu'on rencontre sur la rue un peu partout, le fameux rêve d'un véhicule électrique entièrement québécois, là, du premier pare-choc jusqu'à l'autre pare-choc. Est-ce que c'est davantage dans des marchés de niche, donc des portions de véhicules? Si oui, comment on peut intervenir dans la loi qu'on a devant nous pour s'assurer de faire émerger cette industrie dans des niches? Est-ce qu'il faut davantage donner un rôle davantage à Investissement Québec? Fondation CSN nous a fait des propositions intéressantes. Est-ce que vous embarquez là-dedans? Si on veut une vision transversale, il ne faut pas que ce soit juste le ministère de l'Environnement puis des Transports. Là, il faut en mettre d'autres dans le décor. Plusieurs éléments dans votre question. C'est parce que j'ai pas beaucoup de temps. Fait que je les garoche, je vois je salue votre capacité de synthèse parce que il y a beaucoup d'éléments dans votre question. OK. Pour développer vraiment effectivement ce marché de niche, qui est actuellement un marché de niche, mais qui, selon moi, va aller vraiment en grandissant compte tenu de la mobilité que je vous ai décrite là, dans les prochaines années. Plusieurs manufacturiers automobiles, d'ailleurs, cherchent des nouvelles façons d'investir dans des compagnies, dans de nouveaux types de véhicules, développent des nouveaux types de véhicules qui sont beaucoup plus des véhicules partagés, qui permettent de faire un peu ce que Uber Pool fait, c'est-à-dire qu'on optimise son trajet en temps réel en permettant de mutualiser des déplacements de plusieurs personnes qui ne se connaissent pas nécessairement. Donc, en développant des nouveaux types de véhicules. Donc, le véhicule passager, je ne pense pas que c'est nécessairement l'avenir en toute franchise et je pense que les marchés de niche d'aujourd'hui vont se déplacer vers des marchés de masse. Ça, c'était votre première question. Votre deuxième question, c'est le rôle du gouvernement. Effectivement, c'est clair que Investissement Québec, des investissements d'Investissement Québec dans nos entreprises québécoises viendraient compléter des subventions et vont se marier avec du capital privé. Là, ça, c'est évident. Et ça nécessite puisque c'est un chantier important qui nécessite beaucoup d'innovation dans un contexte ultra réglementé et qui, en plus, s'inscrit dans une course mondiale parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont les poches profondes qui se lancent dans cette course-là. C'est clair que ça demande des investissements importants et ça demande une coordination impeccable. Donc, de là notre principale recommandation, là, vraiment, d'arrimer le plus possible les décaissements et la gestion des programmes. Merci beaucoup, Mme Hood. Nous prendrons une pause avant d'accueillir les représentants d'Hydro-Québec. Merci.